Bienvenue sur le plateau de Sagesse Bouddhiste et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Il arrive souvent que l'on évoque la crise de la quarantaine ou du milieu de vie. Il s'agirait plutôt d'une transition que l'on peut envisager sereinement et bien vivre. Mais il est important pour cela de comprendre ce qui se passe lors de cette étape, notamment au niveau spirituel. Quelles sont alors les pistes pour vivre au mieux ce moment de notre vie, avec conscience, profondeur et sagesse? C'est ce que je vous propose de découvrir avec notre invité, Christophe Forêt. Christophe Forêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui dans la lignée Kagyu. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Maintenant ou jamais, chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour commencer cette émission, revenir sur votre parcours ? C'est un parcours qui a débuté quand j'avais 13 ans, par la découverte du bouddhisme, et qui a conditionné quand même dans mes études de médecine, et après dans mes études de psychiatrie, une recherche de quelque chose qui était en lien avec l'humain, et notamment la fin de vie, les soins palliatifs, avec une entrée pendant 10 ans dans une association de lutte contre le sida, à l'époque, en 87, qui s'appelait AID, et cela m'a nécessairement conduit au besoin, à la nécessité de me plonger dans les soins palliatifs. Qu'est-ce que l'accompagnement de fin de vie? Qu'est-ce que l'accompagnement des proches en deuil? Quel est ce temps de l'existence qu'on traverse? C'est vrai que le bouddhisme m'a considérablement aidé à amortir la violence de ces situations-là. Donc j'ai vraiment développé une approche à la fois de psychiatre, mais en lien avec les soins palliatifs, l'interface entre les deux. Alors d'autant plus que vous-même, vous vous êtes retrouvé face à ces questionnements. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Alors, c'était juste avant les années 2000, il y avait vraiment un trop gros cumul de souffrances en lien avec le deuil, la fin de vie, dans le milieu professionnel notamment et associatif et autres, que je me suis retrouvé dans une situation un peu de non-retour, où je devais prendre une décision pour moi-même, qui était une décision radicale de tout arrêter, fermer mon cabinet, quitter la personne que j'aimais, la relation était en train de se terminer de toute façon, et aller dans un centre bouddhiste du Périgord, d'Akpo Kagyu-Ling, où là j'ai pris vraiment les vœux monastiques, avec l'idée de faire une retraite de très longue durée, retraite fermée. Donc c'était un temps de préparation. Or il se trouve que 2 ans après, lors d'un voyage au Sikkim, dans l'est de l'Inde, j'ai eu la chance de rencontrer le 17e Karmapa, Thaya Dorje, qui m'a invité soit pour suivre la voie monastique dans les retraites de longue durée, soit de revenir dans le monde et de transmettre et d'écrire au sujet de ces choses qui m'étaient à cœur, ce que donc j'ai choisi de faire. Et c'est donc dans cette logique-là que je suis revenu dans le monde en rendant le vœu de moine, parce que je ne suis plus moine maintenant. D'accord. Alors justement, donc vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est de ce qu'on appelle souvent donc la crise du milieu de vie. Et comme je le disais, en fait, ce n'est pas finalement une crise, c'est plus une transition. D'ailleurs, vous parlez plus même d'évolution que de révolution. Alors expliquez-nous un petit peu toute cette sémantique. Tout à fait. Cette transition du milieu de la vie qui survient à l'âge de 45-55, en grosso modo, c'est 10 années, c'est quelque chose que l'on peut comparer, ce n'est pas la même chose, mais qu'on peut comparer à l'adolescence. Notre adolescence, par le fait de grandir, on traverse une période qui s'appelle l'adolescence. Certains adolescents vont être en période de crise pendant cette période-là, où vraiment ils vont péter un câble, vraiment partir dans tous les sens, c'est une période de crise. Mais quand on regarde l'immense majorité des adolescents, ils traversent cela relativement bien, ça frotte, il y a des tensions, mais on traverse assez bien cette période-là. C'est exactement identique pour la transition du milieu de la vie, on la traverse nécessairement. Toute personne, chaque individu, c'est structurel au fait d'être un être vivant. On traverse cette période-là et il y a des tensions, des frictions intérieures, des remises en question parfois fondamentales sur plein d'aspects différents de notre vie. Et soit on peut le vivre, négocier le virage de façon très chaotique, en crise, tomber amoureux de la babysitter et partir avec elle alors qu'il y a 30 ans d'écart, vendre tout et partir sur un grand voilier, faire un tour du monde. Enfin, ces choses un peu folles. Mais il y a des transitions qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines, pas nécessairement beaucoup plus paisibles intérieurement, parce que c'est parfois des questionnements très profonds sur mon couple, mon rapport à mes enfants,
est-ce que je fais le bon métier? Et plus profondément, où est-ce que j'en suis dans ma vie maintenant? J'arrive à 45, 50, 55 ans. J'ai fait quoi de ma vie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est plus important? Voilà, ça c'est l'essence du questionnement de cette transition du milieu de la vie. Et c'est important de pointer que ça a été identifié par le psychanalyste suisse Carl Jung, qui a vraiment mis un mot là-dessus, qui s'appelle le processus d'individuation, qui est vraiment très clairement expliqué, et j'ai repris donc ce cadre théorique pour le livre Maintenant ou jamais, en le simplifiant, parce que c'est assez complexe, pour pouvoir vraiment expliquer qu'est-ce que c'est ce processus d'individuation. Alors, expliquez-nous, je crois que vous le faites en 5 étapes. Justement, il y a 5 étapes, mais on peut le synchroniser, le simplifier à avant, après cette période de 45. Avant, on essaye, quand on est tout enfant, jeune adulte et adulte, on essaie de trouver sa place dans le monde, d'exister dans le monde en se pliant de façon tout à fait normale et légitime et juste aux injonctions de notre éducation, de nos professeurs, de nos parents, de la société en général, pour trouver notre place et exister dans le monde. Donc, avec le fait d'acquérir certains rôles de parents, rôle de professionnel, rôle de compagnon, compagne, rôle de personne de la société. Ok, tout cela fonctionne très très bien, mais on remarque que dans cette période de 45-55 ans, parfois un petit peu déjà autour de 40 ans, une remise en question sur ce qui a régi la première moitié de la vie, on se dit mais ça fonctionne plus tout à fait bien. Ça ne porte pas forcément les promesses que ça avait émises au début, et l'envie de quelque chose d'autre, de différent, de différentes facettes de l'existence. C'est ça, cette transition du milieu de la vie, et qui invite, et ça se passe nécessairement pour tout le monde, hein, et qui invite à une remise en question, de fond sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, sur quel fondement, sur quelle priorité. Comment je vais négocier ce corps qui change, qui vieillit, qui s'altère, avec parfois des transformations majeures, comme dans la ménopause, qui vraiment le cœur. Comment je vais négocier mon couple, alors que les enfants sont en train de grandir et de quitter la maison, avec ce qu'on appelle le nid vide. C'est quoi de sortir, de changer mon rôle de parent, qui n'est plus le parent qui s'occupe des enfants au quotidien, mais qui devient autre. Comment c'est mon couple maintenant qu'on se retrouve tous les deux? Et peut-être que ça fait 20 ans qu'on ne s'est plus retrouvés tous les deux avec un questionnement de fond. Est-ce que je désire toujours cette personne? Est-ce que je veux la rechoisir pour continuer le chemin? Ou est-ce que je fais le constat que l'histoire s'arrête, avec parfois beaucoup de divorces qui émergent à cette période des 50 ans? Modification du lien aussi avec les parents. On devient souvent le parent de nos parents. Ils deviennent dépendants, ils comptent sur nous, et on se retrouve avec troublante position de tous les conflits qu'on avait vis-à-vis d'eux. On est obligé peut-être de les faire taire parce qu'ils ont besoin de nous. Au niveau professionnel, on est arrivé en haut de cette échelle de carrière et tout, et peut-être qu'arrivé en haut de l'échelle, on se dit je n'ai pas mis mon échelle sur le bon mur. C'était le mur d'à côté que je voulais. Je ne suis pas accompli dans mon activité professionnelle. Ou alors, j'ai envie de changer de perspective, peut-être plus d'humain dans ce que je fais, peut-être plus de sens, de transmission, qui n'étaient pas forcément les valeurs qui prévalaient durant mes premières années. Et aussi, et essentiellement, où j'en suis dans ma vie, peut-être à un niveau beaucoup plus profond, et c'est la tonalité spirituelle du processus d'individuation. Et Carl Jung lui-même disait, ce processus est par essence spirituel, parce qu'on est sûr où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie, parce que quand même commence à se profiler, pas trop loin, la fin de cette vie. Et avec la conscience aiguë au niveau qualitatif, en profondeur, dans l'essence, est-ce que j'accomplis ce que je dois accomplir, ce que je sens devoir accomplir dans mon existence? Alors justement, est-ce que ça ne nous donne pas accès également à une réalité qui est plus profonde à ce niveau-là, au niveau spirituel? C'est une invitation. Hein. On peut répondre à cette invitation ou pas et continuer un peu parfois sur des mêmes modes de fonctionnement la première moitié de sa vie, mais c'est là où beaucoup de gens en fait se tournent vers la dimension spirituelle, et grâce aux approches comme la mindfulness, la méditation, des gens de façon beaucoup plus large disent tiens, il y a quelque chose là, et de fait, le fait d'introduire la dimension spirituelle dans sa vie, juste de se poser, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, avec une méditation guidée, après de suivre, on se rend compte qu'il y a une dimension qui a toujours été là, mais à laquelle on ne prêtait pas tellement attention, tant on était dans une recherche
une promesse de bonheur à l'extérieur de soi. Elle est peut-être toujours là, la promesse, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez décevant dans cette recherche pendant la première moitié de vie, et on se rend compte qu'il y a quelque chose, un socle, toujours présent depuis toute éternité, qui est là, dans l'approche bouddhiste, notre nature de Bouddha, qui, dans l'approche de Jung, s'appelle le soi. Pas le moi, justement ce qu'on a construit de la première moitié de vie, mais le soi qui est une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus essentielle de l'essence de notre être. Et que l'enjeu spirituel du processus d'individuation, c'est de vraiment faire le mouvement de balancier, première moitié de vie vers l'extérieur, deuxième moitié de vie plus vers l'intérieur. Mais ce n'est pas un mouvement d'égocentrisme forcené. Au contraire, je me ressente sur ce que je suis, je prends conscience de ma dimension fondamentale et je m'en sers comme socle pour justement me tourner avec plus d'assises et d'ancrage intérieur vers l'extérieur, vers les autres. Et on voit énormément de personnes dans cette transition de vie qui vont dans les associations, transmettent. Ça, c'est un aspect essentiel si on arrive vraiment à le conscientiser comme ça. Et alors, est-ce que les 6 paramitas ne peuvent pas nous y aider? Les 6 paramitas du chemin Mahayana, c'est vraiment une des clés essentielles, une opportunité de mise en œuvre concrète du chemin spirituel. La générosité par rapport à soi-même, de se donner cet espace pour accomplir les rêves qu'on n'a pas fait, vivre tout le non vécu pendant cette première moitié de vie. Générosité, on parlait de transmission. Transmission, être beaucoup plus vigilant à ce qui se passe autour de soi et de donner maintenant qu'on a moins d'enjeux perso pour réussir la carrière et tout et tout. La patience, parce que cette période va dire mais où je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux pour moi. On va rester longtemps avec des questions sans réponse et avoir la patience de ne pas aller trop vite vers des réponses. C'est là où il peut y avoir des crises, où on va trop vite vers des réponses. Exemple, mon visage qui est en train de se rider, trop vite dans du botox et dans la chirurgie esthétique. Peut-être que j'ai besoin d'attendre et dire ok, c'est quoi cette angoisse qui monte? Qu'est-ce que je fais de ça? Donc vraiment, dimension de patience essentielle. La dimension d'éthique, on sait bien que on a conscience que les actes qu'on va poser maintenant vont avoir des conséquences. La dimension karmique qui est là. Et avec peut-être plus d'intelligence, quel type d'actes je vais poser maintenant qui vont avoir des fruits peut-être quand je serai plus âgé, plus senior. Et des actes, des décisions, corps, parole, esprit, avec vis-à-vis de mon corps, le professionnel. L'effort enthousiaste, parce que cette approche-là a besoin aussi d'être vécue le plus consciemment possible, activement possible et non pas passivement. La méditation qui permet là encore de poser les choses pour retrouver cette dimension intérieure. Et enfin la sagesse, la 6e paramita, qui permet vraiment de mettre un zoom arrière sur quel est le sens de tout cela pour l'intégrer dans tous les différents secteurs de ma vie. Donc c'est un super outil, les paramitas, pour avancer dans le milieu de la vie, oui. Merci beaucoup, Christophe Fauré. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité Christophe Fauré, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Maintenant ou jamais, la transition du milieu de la vie, publié chez Albin Michel. Vous y retrouverez les différents aspects de la vie concernés par cette période charnière, avec des pistes pour bien les vivre avec conscience, profondeur et sagesse. Toujours chez Albin Michel, écrit par Marc Epstein et préfacé par notre invité Christophe Fauré, Se libérer de la souffrance au-delà de nos peines quotidiennes. Et enfin, Vivre sans pourquoi, d'Alexandre Jolien, aux éditions Iconoclaste. Le philosophe retrace ici l'itinéraire spirituel qui l'a conduit à tout quitter pour s'installer avec sa femme et ses 3 enfants en Corée du Sud. Il nous livre les leçons apprises en chemin et l'enseignement lumineux qu'il en tire. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.